Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Vous publiez aujourd'hui le bilan pour l'année 2015. 54 journalistes otages. C'est un bilan en hausse. Oui, il n'y a pas de journalistes français otages en ce moment dans le monde. Et c'est pourquoi on en parle moins. En revanche, si on regarde bien, c'est en hausse de 35% le nombre d'otages dans le monde. Le premier détenteur d'otages au monde, c'est l'organisation État islamique, en Syrie, en Irak. Juste derrière, ce sont les milices Houthis au Yémen, qui expliquent d'ailleurs ce surcroît de journalistes otages. C'est des journalistes occidentaux, des cas sont connus, c'est par exemple le cas de journalistes espagnols, d'autres ne le sont pas, demeurent discrets, et puis souvent c'est des journalistes locaux, des Syriens, des Yéménites. Oui, ça veut dire que les journalistes sont encore plus qu'avant la cible de ces guerres, de ces conflits? En tout cas, ils sont instrumentalisés encore plus que par le passé. Je pense à cet otage britannique, John Cantlie, qui avait été kidnappé en même temps que James Foley, le journaliste américain, qui avait été décapité, on s'en souvient. John Cantlie, il est utilisé par la propagande du groupe Daesh, qui le met en scène dans des vidéos comme s'il était journaliste, avec une forme d'écriture journalistique, mais il a évidemment une arme sur la tempe lorsqu'il fait tout ça. Et son nom a encore été utilisé récemment dans la revue, si on peut appeler ça une revue, du groupe État islamique sur Internet, Dabir. Un article a été signé de son nom juste après les attentats à Paris. Oui, vous vous alertez également de la disparition de nombreux journalistes. Alors, des journalistes tués dans le monde, il y en aura encore cette année au total plus d'une soixantaine. Nous demandons à l'ONU, instance où sont adoptées des résolutions sur la protection des journalistes, et il commence à y en avoir beaucoup de droit international, mais qu'enfin un mécanisme concret d'application du droit international soit mis en place. Ban Ki-moon lui-même, le secrétaire général de l'ONU, dans son dernier rapport, a parlé d'échec en matière d'application de ces résolutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les journalistes ne sont pas suffisamment protégés? Les États membres de l'ONU ne sont pas suffisamment confrontés à leurs obligations, aux obligations qui leur sont faites par le droit international, et leurs obligations qui visent aussi, par exemple, à lutter contre l'impunité, devraient permettre d'entraîner des conséquences sur les groupes non étatiques qui aujourd'hui briment largement les journalistes. Oui, cela veut dire évidemment des journalistes utilisés, détournés, otages, enlevés. Cela veut dire aussi l'information que l'on muselle. Oui, la question, alors évidemment, c'est des questions de droits de l'homme relatives aux personnes des journalistes. Mais à chaque fois que des journalistes sont attaqués, c'est au fond annonciateur de crise. C'est une forme de baromètre, la situation de la liberté de la presse. Ça a été le cas en France avec l'attentat contre Charlie, et puis ensuite les autres attentats qu'on a malheureusement connus. C'est le cas aussi dans de nombreux terrains où les journalistes sont d'abord visés pour qu'ensuite d'autres exactions soient commises. Il faut stopper avant que le pire se produise. Vous dites qu'aujourd'hui, les journalistes sont davantage que dans le passé la cible de ces attaques? Ils sont très clairement visés là où autrefois, d'une certaine manière, ils étaient épargnés. On considérait que c'était des gens venus d'ailleurs ou des journalistes sur place qui faisaient leur travail. Aujourd'hui, il y a des groupes qui essaient d'installer des trous noirs de l'information, d'où l'information ne sort pas et où les seuls journalistes admis sont ceux qui se soumettent. Daesh, par exemple, n'admet que les journalistes soumis ou morts. Et par ailleurs, il y a une prise de contrôle sur les journalistes dans de nombreux pays, dans le cadre de guerre de l'information. C'est vraiment, il convient de résister largement pour l'ensemble des démocraties du monde. Oui, une manière de faire taire les journalistes, c'est de les emprisonner. Ça a été le cas encore, malheureusement, récemment en Turquie. Le 17 novembre, à Strasbourg, nous remettions avec TV5 Monde, partenaire du prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, le prix à Cumhuriyet, un journal turc, le plus ancien quotidien turc, dont le directeur, Can Dündar, avait réussi à venir en demandant d'ailleurs une exemption d'audience, parce qu'il devait ce jour-là paraître avec 17 autres rédacteurs en chef. 9 jours plus tard, 9 jours après cette cérémonie, il a été placé en détention avec l'un de ses collègues pour avoir publié en mai dernier une enquête qui nous intéresse tous où qu'on se trouve dans le monde, puisqu'elle révélait les livraisons d'armes turques par la Turquie au groupe islamiste du nord de la Syrie. Et parce qu'il a fait ça, il est aujourd'hui en détention. Il convient que l'Union européenne réagisse extrêmement fortement. Ces derniers jours, l'Union européenne a relancé des négociations avec la Turquie. Il y avait quelques jours auparavant un sommet Union européenne-Turquie. Il faut vraiment une réaction forte. Actuellement, la réaction n'est pas suffisante pour vous, patron de Reporters sans frontières? La réaction de l'Union européenne n'est clairement pas suffisante. Et c'est un enjeu pour nous tous. C'est un enjeu évidemment pour cette démocratie
à nos portes, la Turquie, qui est malheureusement dans une dérive, c'est un enjeu pour nous tous qui avons besoin de journalisme d'investigation pour connaître les tenants et aboutissants de la crise syrienne et de ses répercussions sur la région et sur le monde. Oui. Est-ce qu'on constate aujourd'hui, face à la menace, face à cette menace que vous décrivez, une forme d'autocensure des journalistes, une forme de peur dans la presse mondiale? Je parlais de la Turquie. Les journalistes ont peur parce que lorsqu'ils prennent des positions qui paraissent ne pas être en ligne avec le pouvoir, ceux qui travaillent dans des journaux dont la ligne éditoriale est proche du pouvoir, ils sont purement et simplement licenciés. Il y a eu des intrusions policières dans des rédactions où, après 70 mises à pied de journalistes, le journal réapparaissait quelques jours plus tard, mais avec une éditoriale radicalement changée. Évidemment, ceux qui veulent contrôler la presse tentent d'intimer une forme de peur pour entraîner une autocensure. Ceux que vous appelez les prédateurs de la liberté de la presse sont toujours les mêmes? Vous citez souvent la Chine, vous pouvez parler d'autres pays aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des changements? Il y a des pays où malheureusement la situation empire, et c'est le cas de l'Égypte. La deuxième prison du monde pour les journalistes aujourd'hui, après la Chine, c'est l'Égypte. En avril, 6 journalistes ont été condamnés à la prison à vie, à perpétuité, simplement pour avoir couvert des manifestations. Il y a de très nombreux journalistes en détention dans ce pays, et parfois la réaction des puissances occidentales est assez molle en raison d'alliances géopolitiques. Ça n'est pas tolérable de ne pas appliquer ces principes. C'est dangereux, y compris parce que d'une certaine manière, ces despotismes nourrissent le terrorisme. Oui, on a un album là qui vient de publier, donc par vous, Robert Capa. Voilà, c'est donc des photos pour la liberté de la presse, au profit de la liberté de la presse. Vous faites quoi à RSF avec ça? On travaille sur le terrain, dans 130 pays où nous avons des correspondants. On travaille dans les lieux de pouvoir pour obtenir de nouvelles lois, sur des dossiers particuliers. Je vous citais Can Dündar. Vous n'imaginez pas le travail que nous faisons pour lui, pour obtenir sa libération le plus rapidement possible. Ça veut dire que c'est un combat permanent, un combat qu'il faut toujours recommencer. On a l'impression que la liberté de la presse est toujours bafouée. Le nombre de démocraties a augmenté dans le monde si on regarde, évidemment, après 89. Mais là, on observe une volonté de prise du pouvoir par tous les moyens, des oligarques qui rachètent des journaux partout dans le monde et qui sont en plein conflit d'intérêts avec des pouvoirs, des moyens légaux, des moyens économiques. Il y a un enjeu, c'est que les nouvelles technologies permettent à de nombreuses puissances, qu'elles soient publiques, privées, de diffuser leur propre communication, et les journalistes dignes de ce nom, les journalistes indépendants, gênent ça. D'où les attaques contre eux. Mais les peuples, les citoyens ont intérêt à les défendre. Merci beaucoup, Christophe Deloire, d'être venu donc pour ce bilan aujourd'hui que vous dressez sur le nombre de journalistes arrêtés ou otages dans le monde pour Reporters sans frontières. Merci. Merci.